politique, Luce Perrault. Et l'invité de Luce Perrault cette semaine est le journaliste, éditeur, écrivain Jean-Luc Barré qui publie Dissimulation aux éditions Fayard. Jean-Luc Barré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ. Luce Perrault, bonjour. Bonjour Jonathan. Je vous laisse le micro pour les minutes qui viennent. Avec plaisir, je vais parler de ce livre qui est le seul livre à lire vraiment sur la véritable affaire Cahuzac. C'est le meilleur livre consacré à cette affaire. Et justement, Jean-Luc Barré, vous l'avez intitulé « Dissimulation au pluriel » parce que ce n'est pas l'affaire Cahuzac, ce n'est pas seulement ce que l'on lit tous les jours dans les journaux ou dans tous les journaux ou ce que l'on entend à la radio, c'est une affaire digne d'un roman de François Mauriac. Alors, commençons par le début. Le mensonge, la faute grave. Vous expliquez que c'est ce qui a fait vraiment de Jérôme Cahuzac le paria de la République. C'est ça, c'est cette phrase, les yeux dans les yeux, c'est ce que les Français n'ont pas compris, plus que tout le reste. Vous savez, l'origine de ce livre, c'est une tentative de compréhension. Moi, il se trouve que je connais Jérôme Cahuzac, après avoir été son adversaire politique, on en reparlera sans doute, donc je suis dans une situation paradoxale, mais donc j'étais assez concerné parce que l'affaire étant née à Villeneuve-sur-Lot, je voulais de la ville dont j'ai été l'élu, dont il a été l'élu, donc j'avais besoin de comprendre. Et notamment ce mensonge, parce que ce mensonge, je me souviens le jour où il a menti, puis surtout le jour où on a appris qu'il avait menti, parce qu'au fond, le 5 décembre, tout le monde est convaincu qu'il dit la vérité. À l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui met en doute ce discours. Et quand la révélation se fait du mensonge, immédiatement, j'ai voulu comprendre. J'ai dit, mais quelle est l'origine de ce mensonge ? Quel est l'engrenage qu'il y a derrière ce mensonge ? Et ça me paraissait énorme en soi. C'est énorme de toute façon. Et donc, j'ai essayé d'élucider cela. Il y a plusieurs explications que je donne dans ce livre, qui tiennent aussi à la personnalité de Cahuzac, qui est un homme très entier, qui au fond n'a pas la structure même du menteur. Un menteur est un homme assez double, assez contourné, comme ça, assez compliqué. Pas du tout. Moi, je l'ai connu, mais direct, mais attendez, brutal, direct, disant aux gens ce qu'ils pensaient d'eux, etc. C'était pas, il avait ce secret, c'est entendu, mais le mensonge, au fond, lui va pas bien. Et il a pas très bien menti. Il n'est pas tout fait pour ça. Non, moi, je connais des hommes politiques, et sans doute vous aussi, qui avaient un art du mensonge, on voyait rien. Les yeux dans les yeux, après tout, c'est une formule de François Mitterrand, un jour devant Jacques Chirac en pleine élection présidentielle. Bon, passons. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi a-t-il menti, comment a-t-il menti, et j'ai vu, alors c'est là où effectivement quand on décortique ce mensonge, l'origine de ce mensonge, il y a plusieurs évidemment explications. D'abord, je pense que c'est quelqu'un qui veut sauver sa vie à ce moment-là. Je pense que ça lui tombe dessus, il pense que ce secret, personne jamais ne pourra le découvrir, donc il ment un peu comme, au fond, personne ne saura jamais, je mens, c'est du sauf qui peut à ce moment-là. L'autre explication, c'est sans doute le sentiment, et même sûrement le sentiment d'être couvert par le pouvoir politique. Il a vu François Hollande à 2 reprises le matin, et sa version à lui, qui n'est pas celle de Hollande naturellement, est de dire à ce moment-là, j'ai besoin de toi, c'est Hollande qui parle à Cahuzac, j'ai besoin de toi, et c'est le moment où il défend les lois de finances, et Cahuzac ressort de là avec le sentiment d'être soutenu. D'ailleurs, je voudrais citer une anecdote qui est une chose que je n'avais jamais dite jusqu'à présent, donc je vous le réserve la primeur, c'est qu'après ce livre, Cahuzac m'avait souvent dit, mais au fond, François Hollande ne pouvait pas totalement ignorer tout cela. Bon, et en tout cas, il avait quelques personnes qui pouvaient le lui dire et le prévenir de la réalité des choses. Ce qui, encore une fois, ne justifie pas le mensonge de Cahuzac, qu'on soit d'accord, mais l'explication que je cherchais. Et un jour, après la publication de ce livre, à la sortie d'une émission de télévision, j'ai croisé un proche de François Hollande, qui est Jean-Pierre Mignard, qui était un avocat qui est d'une situation très paradoxale, parce qu'il est à la fois l'avocat de Mediapart dans l'affaire Cahuzac, et en même temps l'ami intime de François Hollande, puisqu'il est le parrain de 2 de ses enfants. De ses enfants, absolument. Et moi, je vois Mignard, qui est un type absolument charmant, je ne connaissais pas du tout, mais je m'attendais à ce qu'il me dise des choses un peu désagréables. Et il me dit, mais enfin, ce que vous dites est juste. François était au courant. D'ailleurs, François était au courant, ne serait-ce que parce que Mignard le lui avait dit. Et il a eu cette phrase merveilleuse. François est au courant, mais il n'aime pas les mauvaises nouvelles. Et cette phrase, pour moi, elle résume beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au fond, il y a chez François Hollande, sans doute, le désir de ne pas vouloir rapidement régler ce problème. Et puis, donc voilà, il y a ça, et puis aussi le fait que dans la façon dont Mediapart va agir, au fond, Cahuzac est piégé aussi. D'abord, il est piégé par lui-même, c'est entendu, mais il est aussi piégé par Mediapart. Totalement. Je rappellerai que le 5 décembre, quand il est à l'Assemblée nationale, il pense que personne ne peut le découvrir, que personne ne connaîtra la vérité. Or, Mediapart va sortir l'arme fatale, qui est la fameuse cassette,
en fin d'après-midi, c'est-à-dire une fois que le mensonge a été proféré. Voilà. Oui, on connaît les méthodes de Mediapart. Voilà, les méthodes de Mediapart. Et qui d'ailleurs, pendant quelques mois, à tel point que pendant quelques mois, beaucoup de gens, certains de vos confrères, je pense à Jean-Michel Apathy, vous sans doute, on pensait qu'il était innocent. Voilà. Absolument. Parce que les preuves brandies par Mediapart n'étaient évidemment pas des preuves absolument définitives et fiables. Voilà. On trouvait ça quand même un petit peu abracadabrantesque. Oui, ça l'était. Voilà. Enfin, manque de chance, alors, effectivement, c'était vrai, mais voilà. Donc, dans ces dissimulations, il y a tous ceux qui étaient ses adversaires politiques à Villeneuve-sur-Lot. On voit arriver un personnage, quand même c'était Jérôme le Magnifique, Cahuzac. Hein. Absolument. Il surpassait largement l'intégralité de ses adversaires. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits grenouillages qui en font, en fait, c'est là que ça commence. C'est une ville que je connais bien, donc qui est chère à mon cœur, puisque c'est ma ville natale. Mais et moi, j'étais déjà là quand Cahuzac arrive. Mais c'était une ville qui, depuis 35 ans, 40 ans, n'avait connu que des petits scandales politiques. Il y avait une espèce de microcosme dans cette ville qui avait été une ville très choyée, d'ailleurs, dans le passé, par une grande famille dont un des membres avait été ministre de la Marine de la Troisième République, l'autre était ambassadeur de France au Côte d'Ivoire, et c'était une espèce de petite principauté. C'était étonnant dans le Sud-Ouest. C'était à part. D'ailleurs, Paul Guth, qui dans une espèce d'élan comme ça avait dit c'est la petite Athènes du Sud-Ouest. C'était très exagéré, mais enfin il y avait quelque chose comme ça de très à part. Et puis tout ça s'est un peu effondré parce qu'il y a eu un premier scandale politique lié précisément à la famille en question. Et après, on est tombé dans une espèce de dérive. La ville est devenue, au fond, ce qu'elle a toujours été, sur une petite ville. Il y a une illusion à un certain moment d'une ville mais une petite ville, dans laquelle on n'a plus cessé de régler des comptes. Je crois qu'il y a eu, en 30 ans, 9 à 10 maires successifs, dont un était en prison, etc. Et Cahuzac, ça, malchance supplémentaire, il était parachuté, je rappelle. Au fond, il aurait pu être député de Loudun, enfin Loudun, non, peut-être pas. Mais c'est dangereux, Loudun. Il y a aussi d'autres affaires. Non, mais enfin, député de Tourcoing, député de tout ce que vous voulez. Il tombe là. Il est parachuté là. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, évidemment, il ne peut pas le savoir. Dans quel nœud de vipère pour toujours Mauriac. Mais c'est la ville qui est faite pour le démasquer. Mais bien Parce qu'au fond, alors, pendant longtemps, il a l'illusion, parce qu'il a quelques illusions, notamment cette espèce de capacité qu'il croit avoir à tout régler et à tout dominer. Il pense qu'il va tout régler. C'est vrai qu'il est très intelligent, mais il a une idée de son intelligence qui parfois confine au sentiment de supériorité, on peut dire, donc faiblesse. Et cette ville, il est le parti idéal. Je crois qu'un de mes chapitres s'appelle le parti idéal pour cette ville un peu âgée qui voit arriver ce prétendant comme ça, séduisant, beau, intelligent. On va retrouver la principauté d'une certaine manière. Plus avec des relations. Voilà. Donc... Alors des relations un peu visibles, notamment les laboratoires. Ben oui, mais c'est ce qui a aidé aussi à son élection. Alors, ça a aidé à son élection, sauf que ça a commencé à alerter un certain nombre de gens. C'est-à-dire que les vieux démons qui avaient ravagé la ville pendant 35 ans... se sont réveillés, parce qu'on se dit, mais ce type-là, mais il est brillant, c'est entendu, d'où vient cet argent? Mais qui est-il vraiment? Parce que ce qui est vrai, c'est que cette ville-là, toute très très provinciale, où on se guette, on se méfie, on se cherche, on se traque, etc., il y a des bruits qui ont commencé à circuler sur lui. Venant de ses adversaires politiques. On a commencé par mettre en doute sa qualité de chirurgien. On disait, mais lui, chirurgien de quoi? Chirurgien d'implant capillaire. Un plan capillaire à Villeneuve-sur-Lot, ça dit pas grand-chose à grand monde. Hein, je veux dire, déjà, c'est un peu bizarre. Bon. Et puis, il avait une vie à Paris, il partait très vite à Paris, on savait pas très bien, sa femme était rarement là. Elle venait un peu, mais très peu, donc c'était un élu sans épouse visible. Et puis, les laboratoires pharmaceutiques arrivent, et effectivement, inondent d'argent les clubs sportifs, qui sont ravis. Mais tout ça est un peu étrange. Donc, il s'est mis progressivement en place, dans cette ville qui en avait l'habitude, une espèce de petite conspiration. On cherche comment l'abattre. Bon. Et incidemment, parce qu'il y a une espèce de logique incroyable dans tout ça, on va trouver le moyen de l'abattre, c'est-à-dire ce fameux enregistrement clandestin de 2001. Mais comment cette bande de médiocres, il faut bien dire, a pu venir à bout du super crack? Parce que c'est en général les médiocres qui viennent à bout de super crack, quand le super crack n'est pas méfiant. Parce que ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que Cahuzac ne voit rien venir. Ben oui, c'est ça qui est formidable. Parce que c'est son caractère. Je pense que c'est un homme, au fond, c'est pas un vrai cynique. C'est un vrai cynique, c'est quelqu'un qui voit le mal partout, tout le temps. Enfin, qui se méfie. Lui, il se méfie pas. Il est tellement convaincu qu'il est au-dessus du lot et que de toute façon, ce sont précisément des médiocres, qu'il les prend pour ce qu'ils sont, mais sans doute un peu à tort parce qu'il les sous-estime.
Ce qui est vrai, c'est que malchance supplémentaire, il y a quand même, parce qu'il y a une série de malchance aussi dans cette affaire, c'est que cette cassette, comment il aurait pu imaginer un jour, en téléphonant à son vieil adversaire politique de droite pour une question d'inauguration, il va mal raccrocher son portable et il est dans le bureau avec un personnage enfin, un banquier avec qui il parle de son compte. Comment il peut imaginer qu'il va y avoir que cette conversation va être en fait enregistrée et basculée sur la messagerie de son adversaire. Histoire très compliquée, hein. Moi je suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu derrière tout ça un montage, mais peu importe. Ce jour-là... Le résultat est là. Oui, l'adversaire surtout, et c'est ça qui est très, très mauriacien et balzacien à la fois, si on veut, c'est que cet adversaire, qui est quand même à l'époque maire de la ville, qui est un avocat, qui va être conseiller régional, ne gardera cette cassette pendant 12 ans. Ce qui est contraire à la loi. Voilà, alors il dit qu'il est allé faire une vague, effectivement, il a envoyé quelqu'un faire un signalement à la direction des impôts à Bordeaux. Mais enfin, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait absolument tout de suite dénoncer, au moins obliger Cahuzac à s'expliquer. Donc voilà. Et il n'a pas été poursuivi, cet homme ? Non, parce que il a toujours dit, non, il a dit qu'il avait fait un signalement. À partir de ce moment-là, il a fait un signalement aux impôts. Alors c'est vrai que l'administration des impôts n'a sans doute pas relayé l'information, mais il a surtout essayé pendant toutes ces années de refiler, si je puis dire, cette cassette à d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de crainte de Cahuzac et surtout le désir de ne pas apparaître comme celui qui... C'est pas très noble, hein, finalement, de détenir... Ah ben c'est pas très joli, voilà, non. Bon. Donc, alors il a essayé auprès du juge Bruguière, qui arrive dans cette ville, je raconte la campagne du juge Bruguière aussi à Villeneuve-sur-Lot, c'était inouï. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, et donc, Bruguière dit, moi je me sers pas de ce genre d'armes, ça m'intéresse pas. Et puis il tombe effectivement sur un personnage aussi assez incroyable, qui est un inspecteur des impôts, qu'on appelait Colombo, hein, qui lui est un spécialiste, qui était, non seulement il traquait les fraudeurs, mais il traquait y compris ses propres collègues. C'est-à-dire qu'il faisait des dossiers sur ses collègues dont il pensait qu'ils pouvaient frauder le fisc. Et là aussi, Cahuzac se met en travers de la route de ce type, c'est-à-dire de ce. Mais c'est une conspiration de médiocre, vraiment. Oui. C'est-à-dire, mais effectivement, malheureusement, avec une conspiration concernant quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Donc voilà, c'est pas non plus. Et c'est ça le fond des choses. Ce qui est vrai, c'est que l'affaire Cahuzac aurait pu être en réalité évitée. Elle aurait pu être évitée d'abord d'une première manière. Il suffit que Cahuzac ferme ce compte, donc il est le premier responsable. Mais l'autre réalité, c'est qu'en 2001, à partir de 2001, des gens savent. Et des gens savent à un niveau très précis, et donc ne disent rien. On laisse, c'est assez français ça d'ailleurs, ça fait d'omerta, on attend, et puis on laisse pourrir. Voilà, un peu comme Hollande, quoi. On n'aime pas les mauvaises nouvelles. C'est certain. On n'aime pas les mauvaises nouvelles. Alors, il y a quand même aussi dans cette affaire, il y a l'affaire des médiocres de Villeneuve-sur-Lot, mais il y a l'affaire politique quand même. Bien sûr. Alors, un ministre de la gauche emblématique, qui plus est, qui a recours à un personnage d'extrême droite pour installer ses comptes à l'étranger. C'est vraiment... Tout ça est invraisemblable. Oui, oui, c'est invraisemblable. Quelle est l'origine... Cahuzac a dit des choses très précises à la barre du tribunal en disant que ce premier compte, ouvert entre 92 et 93... était un compte, le compte le plus important parce que c'est 600 000 euros. Après, il y a d'autres sommes, mais enfin, 600 000 euros, c'est la somme qu'on trouvera à l'arrivée d'ailleurs aussi. Pour le financement pour Michel Rocard. C'est une chose qu'il m'avait dite, j'avais beaucoup travaillé au corps, si je puis dire, pour qu'il en parle, parce qu'il voulait pas en parler en réalité, et il me l'avait dit, si bien que je le dis dans ce livre. Il y a une grande hypocrisie à dire que Michel Rocard, on attaque Michel Rocard, d'abord on n'attaque pas Rocard, parce qu'il dit que Rocard ignorait le compte. Mais je l'ai dit du vivant de Rocard. Enfin, on l'a dit du vivant de Rocard. Oui, mais vous le dites et votre livre est sorti en février, bien avant la mort de Rocard. Exactement. Donc il n'y a pas de... Bon. Et à l'époque, ni Michel Rocard, ni les rocardiens que je cite n'ont protesté. Ils n'ont rien dit. Sans doute pour éviter, évidemment, de faire de la publicité à mon livre. Très bien. Mais ils n'ont surtout rien dit. Et aujourd'hui, je signale d'ailleurs qu'ils ne disent toujours rien. Alors on me dit que certains vont parler. Bon, très bien. Le seul qui a parlé rocardien, c'est Manuel Valls pour dire qu'il était dégoûté. Bon, c'est un peu court comme expression. Je dirais, oui, mais je pense que Manuel Valls n'était pas au courant. Non, mais je n'avais pas un rôle tel chez Rocard à l'époque que... Bien sûr, il était quand même président des jeunes rocardiens, mais enfin, il n'est pas concerné par ça. Ce qui rend vraisemblable la thèse du financement politique, c'est premièrement que ce compte, en effet, cette somme d'argent est réunie à une époque où Cahuzac accompagne Rocard dans diverses visites, notamment chez les patrons de laboratoires pharmaceutiques, dont Pierre Fabre, et à ce moment-là,
Cahuzac, c'est l'homme des labos. Je l'ai dit tout à l'heure pour Villeneuve-sur-Lot. Il a été au cabinet des vins, l'homme des labos. Et donc, il a tout. Et les labos sont des pourvoyeurs de financement politique. Mais de tout temps, et de tous les partis. Voilà, et de tous les partis. Bon. Pourquoi Rocard et de tous les hommes dans les partis. Voilà. Pourquoi Rocard a été le seul? Peut-être parce que c'est une espèce de saint, finalement, Michel Rocard, une espèce de personnage absolument inaccessible à l'argent. Enfin, soyons sérieux. Il faisait campagne, il préparait une élection présidentielle, il avait besoin d'argent. Cahuzac était dans son staff, rapproché, personne ne peut le nier. Donc, et Cahuzac, c'était les laboratoires, entre autres. Et surtout, d'ailleurs. Voilà. Donc, ce compte, il ne s'en sert pas pendant 10 ans. Il ne bouge pas pendant 10 ans. Ce qui est frappant, c'est que dès l'instant que ça sera d'argent personnel qui va se rajouter à partir de 2003, là, il s'en sert constamment. Bien sûr. L'argent qu'il met sur le compte de sa mère, il s'en sert. L'argent qu'il met au retour d'un voyage d'Arabie Saoudite où il a fait des implants, il ramène 200 000 euros, il s'en sert, il achète un appartement. Ce qui est troublant, c'est que de 93 à 2003, période pendant laquelle il pense que Rocard va se présenter, puis Rocard ne se présente pas, donc l'argent reste là, il achète un appartement, en aucun moment il emprunte même, il n'utilise cet argent. Cet argent n'a jamais été utilisé. C'est quand même qu'il faut rappeler. Et le fait qu'il l'utilise quand c'est à lui rend encore plus troublant le fait qu'il ne le fasse pas quand c'est pas à lui, comme si ça lui appartenait pas. Il n'y a pas de preuve absolue, il y a des indices, des visites avec Rocard, de l'argent qui reste là. Voilà, donc tout ça, je ne dis pas que c'est quelque chose d'absolument intangible, sûr, etc. Il n'y a pas de preuve dans ces questions de financement politique. Mais enfin, tout de même, il y a des éléments troublants. Et pourquoi choisir un homme d'extrême droite? Ah oui. Là, c'est se livrer à l'adversaire, quand même. Oui, non, mais vous savez, il y a quantité de maladresse de la part de Cahuzac dans cette affaire. Attendez, je ne suis pas en train de... Et tout n'est pas rationnel. Il se trouve que Cahuzac avait, par ses relations de famille, et notamment par sa femme était la cousine, pardon si je me trompe sur le cousin-cousine, mais enfin, d'un homme d'extrême droite qui s'appelle Jean-Pierre Rémier. Et Jean-Pierre Rémier était un ami de Péninck. Et c'est vrai qu'Cahuzac fréquente ces gens. Alors qu'est-ce que c'est ces fréquentations? Elles ne sont pas politiques en réalité. C'est des fréquentations de jeu, ce sont des joueurs de poker, de fréquentations multiples. Enfin, ils ont beaucoup de points communs, les femmes, le jeu, un peu les affaires, etc. Je crois que les questions politiques passent au second plan. Mais alors quelle meilleure couverture, finalement, pour un compte politique, pardon de dire ça, mais que de faire ouvrir par quelqu'un d'extrême droite un compte pour le Parti Socialiste. Il y a quelque chose, effectivement, mais tout ça n'est pas ni rationnel, ni en soi même justifiable. Je rappelle que le titre de votre livre est Dissimulation, que c'est édité chez Fayard et l'auteur est Jean-Luc Barret. J'avais une dernière question pour Jean-Luc Barret. J'en avais une autre. Ah bah alors il y en a. Pardon, pas une dernière, alors une avant-dernière. Vous discutez pas. Dans l'affaire, il y a l'affaire politique, il y a les médiocres, il y a l'affaire conjugale justement. Bah, elle est essentielle, je sais pas le temps. Parce que le côté vénéneux est là aussi. Non mais attendez, il n'y a pas d'affaire Cahuzac s'il n'y a pas une affaire conjugale. Où il y aurait peut-être eu un jour une affaire Cahuzac. Mais au moment précis où elle éclate, je rappelle donc que pendant 12 ans, on sait les choses, mais il faut quelqu'un, au fond, il y a la poudre, il y a le baril de poudre, il manque la mèche. Et la mèche, c'est Madame Cahuzac qui, dans le cadre d'une procédure de divorce difficile, houleuse, etc., envoie des détectives à Villeneuve-sur-Lot pour enquêter sur son mari. Ces détectives, au fond, vont rencontrer tous les gens qui savent. Et notamment les gens de la cassette. Et après, Mediapart n'a qu'à arriver, entre le soit dit d'ailleurs. L'enquête de Mediapart consiste à arriver sur place, à recueillir les fruits du travail qui a été fait par, au fond, les détectives et d'autres. Mais Madame Cahuzac porte évidemment une responsabilité. Je ne sais pas jusqu'à quel point, naturellement. Mais enfin, c'est quand même elle qui, en voyant les détectives, prend le risque, effectivement, de faire en sorte que la vérité soit connue. Dernière question pour conclure. Vérité qui la concerne aussi, je rappelle d'ailleurs. Mais bien sûr, voilà. Absolument. Voilà. Mais... vous avez quand même, dans ce livre, apparemment, bien que ce soit votre adversaire politique, une certaine empathie pour le personnage. Est-ce que c'est le côté tellement flamboyant, descendu par des médiocres, ou est-ce que c'est juste pour comprendre un homme à qui tout le monde tourne le dos maintenant? Attendez, j'avais de l'empathie avant, même si je l'ai combattu. J'avais de l'empathie, j'avais de l'amitié, et ce n'est pas tout à fait mon genre quand mes amis sont dans une grande difficulté de les laisser tomber, voilà. Mais c'était aussi, entre le soit dit, ce personnage m'intéressait depuis longtemps, même pour l'écriture. Je trouvais qu'il y a un personnage totalement romanesque. Et donc, effectivement, quand la question, malheureusement, s'est posée de ce scandale, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un livre. J'ajoute une chose qui a sans doute renforcé aussi cette empathie dont vous parlez, c'est que, certes, il a fauté, certes, il est responsable, certes, il va être jugé, certes, il sera sans doute condamné. J'ai trouvé quand même que la curée organisée contre lui était démesurée. Et ça m'a... Vous savez, dans la rue, j'ai entendu des insultes. Il peut plus aller au restaurant sans se faire agresser, etc.
Bon, moi j'en connais, des hommes politiques qui sont aujourd'hui mis en examen, qui refusent d'avouer, des couples même. Des gens qui sont encore parlementaires, qui sont très tranquilles. Moi j'ai vu un homme depuis 3 ans tourmenté, malheureux, voilà, dans un jeté état... au chien. Jeté au chien, comme aurait dit François Mitterrand. Oui. Merci Jean-Luc Barret. Dissimulation, la véritable affaire Cahuzac, c'est chez Fayard et c'est à lire absolument si vous voulez comprendre cette affaire. Merci Monsieur Barret, merci Luce Perron. On vous retrouve évidemment mardi prochain avec un nouvel invité. Le 12-13 continue, il est 12h40. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.